Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Mon œil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard, et c'est aussi le but de ce podcast. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on aborde la question de la sensibilisation et de la mobilisation citoyenne à travers les artistes et notamment les arts vivants. Le théâtre est-il un terrain privilégié pour éveiller les consciences, notamment face à l'urgence climatique ? Peut-on par ce biais mieux intégrer les luttes et interroger le futur ? C'est ce dont on parle aujourd'hui avec Yvan Richardet. Bonjour. Bonjour. Yvan, tu es comédien, improvisateur et auteur. Il y a 15 ans, tu te destinais à une carrière de prof, mais tu as dérapé dans une carrière théâtrale et tu n'as plus quitté ce milieu depuis. L'escalade et la descente aux enfers dans les arts vivants, ouais. Même si tu as de nombreux talents, variés et multiples, on sent, à travers tes billets de blog et à travers tes créations, que la question des dérèglements écologiques à venir te préoccupe tout particulièrement. C'est bien vrai ? C'est un peu ça. En fait, je suis fils d'agriculteur. J'ai grandi à la campagne et ça a probablement participé justement à cette sensibilité de la nature et tout, le côté écolo. Et en fait, les écolos à l'époque, enfin du temps où mon père était encore très actif sur la ferme, du temps même où peut-être moi j'allais peut-être reprendre la ferme. Parce que la question se posait. Les écolos, c'était un peu les empêcheurs de tourner en rond. Et en creusant la question, je me suis dit, ouais, c'est quand même intéressant de protéger un petit peu l'écosystème. Ça peut servir, oui. En allant encore un petit peu plus loin, je me suis dit, ouais, le développement durable, on dirait qu'il y a un peu des limites quand même. Et justement, après, je suis tombé sur le bouquin des limites de la croissance ou le bouquin de Georges Skurugan sur l'entropie et la décroissance. Donc, tu parles des limites de la croissance, tu parles du rapport du Club de Rome, c'est ça ? Du rapport du Club de Rome. Et puis, avec Georges Skurugan, plutôt, là, ça a été un peu, OK, en fait, la Terre, c'est un circuit fermé et on ne peut pas croire à une croissance infinie. Et à partir de là, en fait, tout le mythe et toute cette histoire sur la croissance économique infinie, ou en tout cas qui n'est pas remise en question, je me suis dit, là, ça va pas. J'aimerais te lancer sur peut-être une question un peu plus générale. D'abord, comment toi tu vois ton rôle, le rôle du comédien, dans cette transition écologique ? C'est toujours un peu compliqué parce que je passe par des moments où je me dis, waouh, là, je suis méga aligné avec ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est très difficile à déterminer. En tant que citoyen, c'est quoi la priorité ? C'est faire des gestes, des éco-gestes, c'est... Économiser l'eau, recycler, ce genre de choses. Prendre des douches courtes. C'est lire l'article de Derek Jensen qui dit « Arrêtez les douches courtes et commencer à casser des centrales à charbon » et donc être activiste. Est-ce que c'est ça plutôt la priorité ? Est-ce que c'est la voie légale et politique, c'est-à-dire s'investir dans la politique peut-être locale, puis régionale, puis cantonale pour faire bouger les choses ? Et puis, en fait, il n'y a pas de bonne réponse et ça change. Donc, pour répondre à la question, des fois, je suis très aligné en me disant « Waouh, en tant qu'artiste, je suis en train de raconter une histoire qui va peut-être mobiliser des gens, qui va peut-être réfléchir, où on va prendre du recul justement par rapport à ce mythe de la croissance, où on va remettre en question le statu quo. » Et des fois, je me dis, non, en fait, ma place, elle est à XR, à aller bloquer des ponts. Cultiver ton jardin. Mais pour revenir un peu à la question du théâtre, toi, tu vois une plus-value à cette forme d'engagement. Qu'est-ce que ça apporte de plus que les autres formes que tu décrivais tout à l'heure ? Justement, je crois vraiment qu'il y a un petit côté aller vers le public et lui poser des questions. Pas forcément lui donner des réponses, mais lui poser des questions sur est-ce qu'on est d'accord que le développement durable, c'est pas net ? Est-ce que le zéro carbone, ça veut dire quoi ? Vraiment poser des questions. Oui. Et je pense que le théâtre fait très bien ça parce qu'il peut présenter des personnages qui sont empêtrés dans des débats intérieurs et on peut projeter là-dessus. Il y a un autre effet aussi du théâtre, et surtout avec du théâtre d'humour, c'est prendre du recul. Rire de ça, tourner en dérision, se dire « Ok, en fait, la situation est très grave, mais
continuons à vivre dans la joie parce qu'en fait, si on déprime, ça va rien nous amener. Et ça a souvent été ça, la communication des organisations environnementales, une communication assez culpabilisante, catastrophiste. Est-ce que tu penses qu'il faut les deux tons? Quelle posture adopter? C'est difficile pour engager les gens. Qu'est-ce qui marche le mieux à ton avis? Ça, je sais toujours pas. Ouais, vraiment, je sais toujours pas. Pour moi, en fait, ce côté culpabilisant, il a jamais eu prise sur moi parce que j'ai pas l'impression que quand je lis un article factuel qui me donne, par exemple, voilà les faits, voilà ce qu'il faudrait faire, je suis pas en train d'être culpabilisé, moi, personnellement. Oui. Je suis peut-être en train de me dire, ouais, ok, c'est pas top, ah ouais, je fais pas bien, mais je suis dans un chemin qui va vers le bon cap. Et je pense que notre société, à un niveau global, manque d'un cap, ou en tout cas suit un cap, qui est celui de la croissance, qui nous mène droit dans le mur. Et du coup, le théâtre peut justement faire prendre du recul par rapport à ça, maintenir dans un état de joie et dans un état de détente. Puis il y a peut-être un troisième effet qui est aussi de raconter des histoires qui donnent envie. Ouais. Comment est-ce que, en 2050, créer des utopies alternatives. Comment est-ce que je peux rêver d'un monde où, en fait, il y aura moins de technologie brute, peut-être moins de services. Je peux peut-être prendre l'avion qu'une fois tous les 15 ans, mais c'est un univers désirable. En fait, pour moi, le calcul il est vite fait, c'est que je préfère vivre avec vraiment beaucoup moins, mais sans l'angoisse d'un problème de biodiversité ou de réchauffement climatique sur le très long terme pour les générations futures. En fait, pour moi, le calcul est vite fait. Je peux complètement comprendre que pour d'autres personnes, il faut les faire rêver avec d'autres trucs sur, en fait, un système plus égalitaire et peut-être plus écologique va permettre aussi de résoudre certains problèmes au niveau du féminisme, au niveau de la lutte des classes, au niveau de l'égalité. En général, et du coup, c'est souhaitable. La remise en question du système est souhaitable pour ça. Tu parles beaucoup de décroissance et tu en as parlé notamment dans une de tes créations qui s'appelle L'émeute. On en regarde un petit extrait. Ceux qui croient à une croissance infinie dans un monde fini sont des fous. Oula, mais ça sera pas culpabilisant, ça? Le réchauffement climatique est un complot du complexe intellectuelo-gauchiste. Et ça s'appelle l'effet rebond. Dans ce spectacle, il y a un moment très drôle où tu parles de faire ce spectacle à 2000 watts et du coup, t'éteins des projecteurs et tu montres ce que ça serait. Il y a toute une démarche dans cette compagnie qui s'appelle Calmez-vous pour être plus résilient, pour être plus écolo dans la manière de produire des productions théâtrales. Est-ce que c'est difficile ? Non, plutôt non, je dirais. Enfin, je devrais demander à mes collaborateurs. C'est difficile peut-être pour une collaboratrice qui déteste prendre le train, qui a vraiment un rapport un peu anxiogène par rapport au transport public. Et puis du coup, on en a beaucoup causé, on a regardé comment elle pouvait compenser, et en fait, elle compense négativement. C'est-à-dire que plutôt que de compenser en plantant des arbres, elle a déjà un train de vie qui est méga sobre. Elle mange très peu de viande, elle mange très peu en général. Okay. Elle prend pas l'avion, elle vit dans une coopérative d'habitation. Donc, en fait, en discutant, on s'est dit, elle fait la part des choses. Et du coup, vous utilisez moins dans la pièce, vous utilisez moins de lumière, moins d'énergie, moins de matériel. Comment vous mettez ça en pratique ? Alors, la limite que je m'étais donnée avec l'émeute, qui est encore valable avec Mercury, et probablement les prochains spectacles, c'est 2000 watts par personne. Mercury, du coup, je précise pour les auditeurs et auditrices, c'est le spectacle que tu joues en ce moment, que tu as joué récemment, et qui fait aussi un parallèle entre la vie de Freddie Mercury et nos sociétés. Je te laisserai en dire un peu plus après. On parle d'abord de cette question de mode de production, et ensuite... on parle de Mercury. Et du coup, il y a le côté 2000 watts pour la consommation en temps réel du spectacle. Alors là, c'était assez simple parce qu'on est 4 sur scène, ça fait 8000 watts. Franchement, 8 kilos de lumière, ça fait 8 PC, c'est assez confort. Le son, ça dépense rien et tout. L'impact, je pense, il est plus au niveau des transports où je demande aux comédiennes, comédiens de venir aux répétitions et aux représentations en train, en transport public. Même chose pour l'alimentation où
pendant tout le temps de répète, on est VG, on essaie aussi d'être le plus local possible et le plus zéro déchet. Alors, on en a fait quand même, mais voilà, là, il y a aussi une part des choses. Et on est conscient qu'on fait pas tout juste. Et puis, enfin, il y a les moyens de production comme la scéno, les décors et les costumes où on demande à la costumière et au scénographe de travailler à 80% avec du matériau recyclé. Je trouve vraiment important de se dire, est-ce qu'on peut faire une compagnie, est-ce qu'on peut faire rêver, est-ce qu'on peut faire du théâtre avec des contraintes sur les transports, costumes et scénos, et puis l'alimentation électrique. Et la réponse courte, c'est oui. En fait, c'est tout à fait possible parce que c'est un cadre de base. Et puis, on sait que du coup, on va pas avoir une scénographie de 300 kilos comme ça. Donc, l'émeute que tu as montée il y a quelques années, c'est un seul en scène qui parle de la décroissance sous la forme d'une conférence. Mercury, c'est ton spectacle plus récent que tu fais avec d'autres membres de la compagnie Calmez-vous. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je suis fan de Queen, je lisais une biographie de Freddie Mercury et tout d'un coup je tombe sur ce moment dans sa vie où il apprend qu'il a le sida. Conjointement, un peu dans les mêmes années, il est en train de tourner la page de sa vie de débauche, il se pose aussi sentimentalement, puis je me disais waouh, le mec il apprend qu'il va mourir et plutôt que de se dire voilà, je vais profiter, j'ai des millions, je vais y aller, il revient à un côté sobre, plus intime, en fait, je vais donner un maximum de ma musique au groupe. Je vais enregistrer un maximum pour le groupe Queen. On va tout signer sous le nom Queen. Et j'étais ému là-dessus. Et je me suis dit... et c'est là où tu vois un parallèle avec la direction de nos sociétés. C'est ça, avec notre société actuelle où on pourrait se dire, en fait, c'est la marde. On va se remettre ensemble et se dire comment est-ce qu'on peut avancer collectivement. Et puis après, dans l'écriture, il y a d'autres trucs qui sont venus. Il y a l'idée de tisser le fil des dernières années du groupe Queen et de Freddie Mercury avec une conférencière un peu improvisée parce qu'elle est doctorante, elle aime pas parler en public, elle est éco-anxieuse, puis tout d'un coup, elle doit faire une conférence TED sur l'effondrement. Ce qui pose la question qu'on mentionnait avant sur comment est-ce qu'on communique sur ce sujet qui est grave. A priori, on a une grosse barrière de déni en face. On a des mythes à déconstruire qui sont fondateurs et on a toute une génération au pouvoir qui se dit « Ouais, oulala, mais alors ça veut dire qu'on a fait tout faux. » Ouais. Et en fait, vous avez pas fait tout faux parce que vous avez fait faux parce que vous saviez pas que vous faisiez faux. On parlait de la posture et du ton. Comment, toi, tu fais participer le public ? Parce que tu sais qu'il y a ce concept qui s'appelle le théâtre forum, où le public est vraiment partie prenante et invité à se mobiliser sur scène, etc. Est-ce que toi, ce genre de choses, tu l'envisages aussi pour tes créations ? Oui, là, je suis sur un projet justement qui parlera qui démontrera le greenwashing dans la pub. Ça sera de l'analyse pour une école professionnelle. Et là, on recourra au théâtre forum. Après, c'est un outil avec lequel je suis moins à l'aise, même en tant qu'improvisateur. Et puis, j'aime bien, je pense, l'idée de fiction, quand même, c'est-à-dire de raconter une histoire qui embarque. Et en fait, on croit que la spectatrice, elle n'est pas forcément actrice en même temps qu'on regarde une pièce, mais en projetant et en faisant un trajet intérieur, après Mercury, il y a des gens qui m'ont dit waouh, en fait, ça m'a vraiment touché. Je sens qu'il va me falloir 2-3 jours pour redescendre parce qu'il y a beaucoup. Mmh. Et je conçois aussi que c'est une œuvre qui est assez dense parce que j'y ai bossé 2 ans et demi dessus sur une écriture assez compliquée. Et puis j'ai un petit peu tout mis. J'ai peut-être un petit peu trop mis. Et je dois aussi apprendre la décroissance en termes de contenu. Là, on parle de théâtre engagé, de pièces de théâtre engagées, mais la mise en scène s'invite aussi dans différentes protestations, différentes manifestations. Et on en regarde un petit extrait. Nicole, infirmière retraitée. Henri, physiothérapeute. Eric, médecin. Marion, technicienne en radiologie. Fiona, étudiante en médecine. Aujourd'hui,
on est à 1,1 degré de plus. C'est comme si nous avions 38 ans de température. Il y a dans le monde de plus en plus d'événements extrêmes et toutes ces catastrophes ont entraîné 70 millions de personnes déplacées dans leur propre pays en une année. Alors on vient de voir un happening de Extinction Rébellion dans lequel on voit un cortège funèbre de médecins, d'infirmiers, d'infirmières qui disent que la planète est malade. La mise en scène s'invite de plus en plus dans les actions militantes. Est-ce que toi, tu pratiques ce genre d'action ? Oui, alors j'ai fait des actions avec XR. À chaque fois que je vois une action comme ça, je me dis j'aurais dû y aller. Il y a vraiment peut-être le souci de culpabilité dont je parlais avant, il est peut-être là. Est-ce que je suis en train de faire en ce moment même la meilleure chose possible ? Et puis après, je pense que c'est très important de mettre en scène justement parce qu'il y a un côté recul. Le message arrive par un autre biais, arrive presque par un biais du registre de l'inconscient, des images. Je suis fan de Jodorowsky qui fait des actes psychomagiques, alors au niveau intime parce que c'était thérapeutique, mais il explique que quand l'inconscient reçoit un message à un niveau très subtil, parce que ça peut être un film de David Lynch ou bien une peinture de Goya, vous avez en fait votre âme et votre système psychologique aussi, il est transformé. Donc ça, je pense que ça participe aussi à déconstruire... À créer un imaginaire, des images, quelque chose qui n'est pas absorbé par notre conscient uniquement. C'est ça, complètement. Et là, on est avec le cercueil dans une imagerie un peu de la mort. C'est peut-être un reproche, mais je sais qu'ils font pas que ça. C'est des fois un reproche que je peux avoir à certains activistes, c'est d'avoir comme une énergie du désespoir, en tout cas. C'est normal, on a envie de crier que c'est la marde. Mais il faut aussi pouvoir crier que c'est la joie, qu'on va y aller et puis qu'on est ensemble à le faire. C'est ça, et qu'on va ensemble, qu'on est surtout pas seul. Enfin, on croit qu'on est seul chez soi à se poser ces questions, et en fait, c'est en train d'émerger. C'est le compost qui est en train de prendre le contrôle de l'univers. Toi-même, tu t'étais invité, tu m'as dit, à une assise climatique, et tu avais joué un rôle. Tu arrives à nous en dire un petit peu plus aussi ? Alors, toute l'histoire, c'était que, oui, Jacqueline de Quatro, au Conseil d'État, avait organisé des assises pour le climat. Donc Swiss Tech Convention Center, 400 personnes, elle envoie des invitations, elle dit tout le monde peut participer, tous les acteurs du climat. Alors j'envoie un mail en disant j'aimerais participer. Ah oui, mais vous n'êtes pas officiellement responsable d'une ONG, d'une institution. Puis je dis écoutez, je suis engagé au niveau climatique, je suis acteur. Franchement, si moi je suis pas un acteur du climat. Et au bout de 3 mails, les gars ils ont basté, ils m'ont dit voilà, venez. Je me suis déguisé en PLR, c'est-à-dire que j'ai mis un costard, une cravate et tout, discretos, tout seul. Et puis, à un moment donné, il y avait une table ronde où Jacqueline de Quatro était en interview avec la RTS en haut. Donc, il y avait une place de libre. Et je me dis, franchement, ça, pour un improvisateur, une place de libre, go. Et je me suis vraiment levé. Je me suis posé sur cette chaise et ça a vraiment surpris tout le monde, le MC qui savait pas trop comment, est-ce qu'il fallait me donner la parole, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Oui. Je m'excuse, mais vous êtes qui et tout. Puis je dis voilà, moi je voulais juste prendre la parole pour rappeler, je voulais représenter la nature parce que jusqu'ici elle a été très peu représentée. On parle beaucoup d'économie, de limites. Il y avait eu une conférence brillante de Jean Covici où il nous démontre par A plus B que c'est la marde, et tout le monde, oui, bravo, oui, non, mais c'est super, mais on va s'en sortir, on va faire des projets de développement durable. Et du coup, moi, je représentais j'ai un peu incarné le contre-pouvoir, et j'ai dit, j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi d'anticapitalisme ou de changement de système, parce que ça me paraît essentiel de pouvoir déconstruire les choses. Et puis ensuite, je me suis levé, je suis parti. Et là, les gens voulaient me reprendre. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Vous venez perturber un truc. Et j'ai appliqué une technique qu'on m'avait apprise en théâtre de rue, qui est, dans les contrôles de police, de très lentement partir. Et en fait, quand vous partez très lentement, personne vous retient. C'est si vous courez, vous êtes en flagrant délit, presque de facto, mais de partir au ralenti, c'est extrêmement difficile de retenir. Donc,
mon conseil pour les activistes, c'est Partez lentement. Arrivez lentement, repartez lentement, personne va vous violenter. Ok, slow activism aussi à ce niveau-là. C'est ça. Ok. Le temps file, c'est absolument passionnant. On va terminer pour l'humanité ou pour l'interview pour les deux. Ok. Je crois qu'on en parlait en off aussi. On a tourné il y a quelques semaines cet épisode sur Shein, qui est une espèce d'énorme mastodonte du textile et de la fast fashion. Est-ce que c'est pas un peu naïf de croire avec nos petites pièces de théâtre qu'on va, face à ces géants qui font du marketing comportemental, etc., on va pouvoir résister? Eh bien, Spinoza nous vient à la rescousse. Il y a un super bouquin qui s'appelle La collapsologie heureuse. Et moi, dans mes moments vraiment down où je me dis, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Allez, je vais vivre encore mes 40 ans d'espérance de vie. Et puis, je vais me dire, j'abandonne. Spinoza, il explique que, en fait, il faut pas faire les bonnes actions pour espérer un résultat. Il faut les faire parce que elles sont intrinsèquement bonnes. Parce qu'en fait, la réalité l'inverse est insupportable. Si on fait que les bonnes actions parce qu'elles ont un résultat, ça veut dire qu'on est toujours dans une espèce d'intérêt à court ou à moyen terme. Non. Il faut viser vraiment le long terme, le sens moral qu'il faut pouvoir négocier avec soi-même, avec les philosophes, avec les grandes penseuses des temps anciens, et de se dire, en fait, je fais parce que intrinsèquement, c'est bon. Voilà. Waouh, qui aurait cru qu'on terminerait un épisode de ce podcast sur Spinoza. Merci beaucoup, Yvan. Plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, abonnez-vous sur YouTube ou sur la plateforme audio de votre choix. On se dit à très vite pour le prochain épisode. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.